Bonjour à tous, bonjour les Sega Maniacs. Je vous propose une nouvelle vidéo autour du personnage illustre de Tom Kalinske, PDG de Sega of America, de 91 à 96. Suite à ma précédente vidéo qui a généré des commentaires plus ou moins pertinents, j'ai souhaité revenir sur ce personnage et sur la prétendue rivalité et les conflits prétendus entre Sega of America et Sega Japon. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César, je l'ai déjà fait dans les vidéos et dans mon livre. Tom Kalinske était un personnage vraiment de grande qualité et sa contribution à Sega of America a été très très importante. Il a pris les bonnes décisions. Ça, il n'y a aucun souci. Alors après, maintenant, on pourrait s'interroger, on pourrait faire des scénarios, des spéculations. Peut-être, probablement, que d'autres personnes à sa place auraient fait aussi bien, et peut-être mieux, mais on ne le saura jamais. Ça, c'est de la science-fiction, mais on peut au moins lui tirer notre coup de chapeau. Il a fait ce qu'il fallait faire, il a fait le boulot. Maintenant, les vents étaient très 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 favorables, et à charge, quand le vent en Mega Drive Sonic a poussé très fort, il a été très bon. Mais par contre, quand le vent s'est retourné à partir de 94, on pourra toujours dire évidemment que c'est pas de sa faute. Mais quand la Saturn est arrivée, il ne reproduira pas les mêmes exploits. Voilà donc les prétendues rivalités entre Sega of America et Sega Japon. Alors il faut tout de même rappeler l'historique, l'ADN de Sega, qui tient énormément, à un Américain, David Rosen. L'entité initiale était américaine. C'était ce jeune entrepreneur qui s'est lancé dans les machines à sous, les machines automatiques, après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a un héritage culturel, il y a un héritage culturel américain, indéniable. Mais dès 84, Sega passe complètement sous pavillon japonais, sous la houlette de Isao Okawa, patron d'une énorme réussite au Japon, CSK Holding. Donc à partir du moment où Sega Enterprise est majoritairement japonaise, l'entreprise devient complètement japonaise, puisque l'entreprise prend la coloration des actionnaires majoritaires, quand bien même, évidemment, il y a un passif, un historique et un héritage culturel. Mais Sega Enterprise, on le répétera jamais assez, est une entreprise japonaise. Alors, je vous parle un petit peu de l'organisation de Sega Japon, qui ressemble finalement énormément, enfin, on peut faire la comparaison avec notre système politique, la gestion de notre pays. Donc, à la tête de la République, vous avez le président de la République, qui est le personnage le plus important. Transposé chez Sega, le président de la République, c'est pas Nakayama, encore moins Kalinske, il s'agit de Isao Okawa. C'est le président du conseil d'administration. Il n'y a pas une décision stratégique importante qui ne soit pas validée ou non par le président. Alors le président du conseil d'administration, qui vaut comme président pour nous de la République, il est entouré par d'autres membres du conseil d'administration, à chaque vote. Lui, il a sa voix compte double, mais vous avez d'autres représentants des actionnaires qui sont élus au conseil d'administration et aussi qui votent. Donc, c'est des personnages très importants. Voilà, c'est comme une chambre. On peut considérer que ce conseil d'administration, c'est un petit peu comme notre Assemblée nationale ou notre Sénat. Finalement, c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui votent les choix. Donc, Isao Okawa a déjà une place principale puisqu'il a un vote double et surtout, c'est le président qui va entériner, qui va signer les stratégies, validées ou pas. Mais Isao Okawa, en plus d'être le président, il est surtout l'actionnaire majoritaire de Sega. Ceci expliquant cela. Le président est très souvent, évidemment, le principal actionnaire, voire l'actionnaire majoritaire. Donc, ce qui relève encore plus l'importance d'Isao Okawa. Rien ne peut être lancé, décidé sans l'aval de Isao Okawa. C'est le personnage principal, donc le président, Isao Okawa, entouré par une assemblée, les membres du conseil d'administration. Premier niveau, donc Isao Okawa. Deuxième niveau, les membres du conseil d'administration. Troisième niveau, donc ça serait l'équivalent du Premier ministre. Donc le Premier ministre chez Sega Enterprise, c'est bien sûr Hayao Nakayama. Voilà. C'est lui qui a la direction exécutive, opérationnelle, du groupe, mais tout ce qu'il décide doit être validé par
le conseil d'administration, a fortiori le président du conseil d'administration. Voilà, elles sont là, les marches du pouvoir. C'est un système vertical, totalement vertical, hein, comme la plupart du temps dans les entreprises, les grosses entreprises et les entreprises internationales, en particulier japonaises, hein, tout part du haut, ça redescend et ça remonte rarement, hein, ça remonte rarement. On peut essayer de souffler à l'étage supérieur, hein, mais c'est toujours celui qui est au-dessus de vous, hein, qui prend la décision ou pas. Voilà, c'est pour mettre les choses en perspective, hein. Euh, Nakayama, dont on parle tout le temps, il rendait des comptes au conseil d'administration et il n'avait pas les mains libres, hein. C'était finalement Isao Okawa qui avait tous les pouvoirs. À cela, vous pouvez rajouter donc un quatrième niveau, hein, celui des ministres, hein, on va dire les PDG, les DG des différentes filiales, hein. Finalement, Tom Kalinske, il avait le même pouvoir, hein, si c'était transposé dans notre système politique, il aurait le même pouvoir qu'un ministre, hein. Le ministre plus important, éventuellement, le ministre de l'Intérieur, hein. Mais voilà, il avait la puissance d'un ministre. Donc c'est un pouvoir qui était très limité. Il était roi, évidemment, sur le territoire américain en ce qui concerne la communication et la gestion administrative, hein. Mais en revanche, hein, pour la stratégie, il avait aucun pouvoir, hein. Il pouvait toujours proposer, suggérer, comme il fera très certainement avec la Mega Drive Nomad, mais même le 32X, on le sait maintenant, et il aura été proposé par Nakayama à Kalinski, qui acceptera, très enthousiaste, hein, de pouvoir faire perdurer la Mega Drive, encore peut-être un an ou deux, hein. La réussite, le succès de Kalinski est complètement associé à la Genesis. Et pour lui, il n'est pas du tout question de lâcher le morceau, hein. L'écosystème est fabuleux. Sega a doublé, voire triplé son chiffre d'affaires en 2 ou 3 ans. C'est une réussite qu'il veut entretenir. Mais voilà, à chaque fois, hein, c'est bien Nakayama qui va valider ou non, avec la validation, bien sûr, également de son conseil d'administration. Voilà, c'est vraiment pour mettre les choses en perspective, hein. Beaucoup de gens fabulent sur le pouvoir de Don Kalinski, mais qui était vraiment très très limité. Et je vais vous donner des exemples très concrets. D'abord, un petit peu de sémantique, hein. On parle de rivalité entre deux personnes, deux entités à peu près de force égale, de même niveau, hein. C'est une compétition et des rivaux, c'est des personnes qui ont les mêmes objectifs, hein. Donc qui prétendent, bien sûr, qui ont les mêmes objectifs et qui prétendent à avoir les mêmes avantages. Mais je viens de vous le rappeler juste à l'instant, Nakayama et Kalinski ne sont pas du tout au même niveau. Tom Kalinski est totalement subordonné, vassalisé à Nakayama. Donc en aucun cas, il n'y a pas de rivalité, hein. C'est comme si vous compariez par exemple je sais pas moi, le Real de Madrid à Marseille, quoi. Ils jouent pas du tout, ils sont pas du tout au même niveau, quoi. Ils sont, c'est pas, il y en a qui joue, il y en a un qui joue la Ligue des Champions, qui la gagne, et l'autre qui essaie de temps en temps de se qualifier. Voilà, je ne sais pas si l'exemple est très pertinent, mais je pense que vous comprendrez quand même qu'il y a une différence de niveau. Voilà, donc d'un point de vue sémantique, il y a aucune rivalité. Au niveau des conflits, alors on a monté en épingle ces histoires de 32X, de Saturne, mais en fait c'est pareil, des conflits c'est quelque chose de très violent, vous avez deux forces qui s'opposent, qui ne veulent pas lâcher, et ça fait des intercelles, et il y a de la casse. Sauf que de la casse, il n'y en a jamais eu. Il y a eu des tensions, des discussions, des désaccords, mais de toute façon, à la fin, c'est Nakayama qui décide, qui choisit, qui valide, et ainsi que Isao Okawa. Hein, le jour où il y a des conflits, eh bien, s'il y a vraiment des désaccords importants et donc des vrais conflits, hein, des désaccords qui perdurent et des conflits, eh bien, le cadre est soit démissionné, viré, ce qui sera le cas d'ailleurs du prédécesseur de Tom Kalinski, hein, Michael Katz, lui, sera purement et simplement limogé pour ne pas avoir atteint ses objectifs. Il ne peut pas, dans une entreprise comme Sega, dans une entreprise avec des milliers de salariés, il n'y a pas de conflit entre les cadres, hein. Il y a une organisation verticale, voilà, c'est votre supérieur décide et vous suivez, point, ça s'arrête là. Donc s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, eh bien, il est démissionné, ce qui sera le cas de,
Michael Katz et également en Europe, en France, de Patrick Lavanant, qui avait proposé des choses tout à fait invraisemblables, très choquantes, hein, pour les Japonais, et qui sera démissionné, limogé, donc également plus tard, par contre, en 96. Voilà, donc quand il y a vraiment des conflits, hein, quand les gens n'arrivent plus à se parler, qu'ils sont pas d'accord, et ben il y en a un qui part ou qui se fait virer. Voilà. Et Tom Kalinske, il n'y a pas eu de conflit puisque lui, il a été conservé, on l'a gardé jusqu'au bout, et c'est lui qui partira très déçu que la Saturn ne se vende pas aussi bien que la Mega Drive, et voyant que finalement bah, les vents s'étaient retournés, qu'il ne pouvait rien apporter, il ira vers d'autres horizons pour augmenter son karma d'une certaine façon. À la page exaltante, merveilleuse de la Mega Drive était tournée, il en avait ras la casquette, il est passé à autre chose tout simplement. Mais s'il y avait vraiment eu un conflit, croyez bien que on l'aurait viré, comme Michael Katz, ou alors il serait parti également, hein. Mais je vous dis, s'il est resté, c'est la preuve, hein. Je vous dis, c'est à ne pas comprendre du tout la façon dont fonctionnent les entreprises, hein. Quand il y a vraiment un conflit, ça s'unit toujours par la porte grande ouverte, par un petit chèque, et basta. Ce qui ne sera pas le cas. Alors je dis pas que Nakayama et Tom Kalinske étaient copains comme cochons, hein, mais ils avaient sûrement des désaccords évidemment, puisqu'ils ont deux visions complètement différentes. Ils sont pas du tout de même culture, et c'est pour ça que Kalinske est ambassadeur de Sega en Amérique, hein. C'est tout simplement parce qu'il est en phase avec ses congénères, hein, aux États-Unis, et que pour chaque région, on met des locaux, des autochtones, entre guillemets, plutôt que des Japonais, hein. Ça, c'est que n'importe qui pourra le comprendre. Mais quand on travaille dans des grosses entités comme ça, on est obligé forcément de travailler la main dans la main, quand bien même, très souvent, on a envie de la lâcher. Mais croyez bien que quand il y a des conflits, les gens sont virés ou ils partent, hein. J'y reviendrai. Voilà, donc j'ai parlé d'organigramme qui ne laisse aucune hésitation quant à penser la façon dont les choses ont été traitées, hein. Organisation très très verticale. Et voilà, quand il y a un conflit réel, les personnes sont virées ou limogées. D'ailleurs, en ce qui concerne les dirigeants, je pourrais volontiers vous parler, par exemple, du cas de Nick Alexander. J'en ai parlé dans mon livre, hein. Lui, alors il lui arrivait une situation tout à fait improbable, et qui pouvait certainement le rendre schizophrène, c'est qu'il avait réussi finalement à imposer la Game Gear, enfin pas l'imposer, à la vendre très très bien, imposer la Mega Drive en Angleterre, hein, puisqu'elle sera devant la Super NES 4 années de suite. Enfin, les ventes étaient vraiment très 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 satisfaisantes, étaient surtout sur une pente ascendante. Et par contre, rapidement, il va se rendre compte que bah, les objectifs fixés par Sega Japon n'étaient pas réalisables, parce on lui demandait de vendre de plus en plus de consoles, de plus en plus de Mega Drive, de plus en plus de Master System, de plus en plus de Game Gear, de plus en plus de Mega CD, tout en réalisant de plus en plus de bénéfices. Alors le problème, c'est que le chiffre d'affaires va monter, hein, à 90, 91, 92, 93, même 94. Le problème, c'est que pour des événements extérieurs à la politique et à la stratégie de Sega, les bénéfices vont s'écrouler, hein, tout simplement parce que les machines étaient devenues d'un seul coup trop cher à produire. Et ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la Game Gear, hein. Ils avaient des marges négatives de 15%. À chaque fois qu'ils vendaient une console, hein, à, je sais pas, à 150 livres, en fait, ils perdaient 20 livres dessus. Et donc ça, Nick Alexander, il n'a pas pu l'accepter, parce que c'était particulièrement vexant, hein, de réussir d'un point de vue commercial, et par contre d'être en échec d'un point de vue financier. Parce que c'est un petit peu ça le drame chez Sega, ce qui les entraînera au déclin, c'est d'avoir tenu à faire en sorte que les ventes soient un succès, sans regarder du côté finance, hein, la rentabilité finissant par exploser. Donc voilà, pas de rivalité, parce que les Nakayama et Tom Kalinske n'étaient absolument pas au même niveau, hein. Tom Kalinske étant le subordonné de Nakayama, comme Nakayama lui-même était le subordonné d'Isao Okawa. Et je voudrais faire aussi ouvrir une petite parenthèse sur toutes ces légendes urbaines qui ont circulé, notamment à cause de Régis Montrain, qui a raconté ces histoires de consoles ou de 32X qui n'étaient pas du tout fiables. Il rapporte l'histoire de 30 prototypes Mega CD qui auraient tous brûlé.
Alors, je vous dis pas que ça n'a pas existé, hein, c'est très certainement vrai, c'est même carrément vrai, hein. Simplement des histoires comme ça, toutes les entreprises d'électronique en connaissent, hein. C'est pour ça qu'on fait des tests, qu'on refait encore des tests et des retests, et que voilà, dans les départements recherche et développement, des machines qui grillent, qui crament, qui s'enflamment, c'est c'est permanent, c'est le quotidien, hein. Ça va même arriver que bah, les tests aient pas été faits suffisamment longtemps sur suffisamment de produits que certaines séries flamberont, hein. Il y a plein d'histoires sur les téléphones portables, les batteries qui grillent, sur les PlayStation aussi, les lecteurs optiques vidéo fonctionnaient pas, il y avait des défaillances. Enfin bon, toutes ces histoires rapportées du SAV, c'est du pipi de chat, parce qu'il y en a en permanence. Ça représente, c'est le quotidien, c'est un passage obligé, hélas, hein. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais dans ce secteur-là, sur des machines technologiques avant-gardistes, nouvelles, il faut faire énormément de tests de résistance, et ça se passe jamais bien. Enfin, quand je dis ça se passe jamais bien, ça se passe jamais bien du premier coup. On tâtonne, on fait du bidouillage. Il y a des gens qui sont payés pour ça, ils sont nombreux, c'est des dizaines, des centaines de personnes. Et les tests sont très très nombreux, hein. Et c'est comme pour les voitures, les crash tests, hein. On va faire 10, 15, 20 crash tests avant d'être au point sur la structure la plus performante, hein. Un produit, nobody is perfect, mais la perfection n'est pas de ce monde, hein. Donc effectivement, des problèmes de SAV, il y en a toujours eu. Et ça, essayer de faire croire, et faire croire, hein, aux amateurs, aux amoureux de Sega, que Sega Japon a complètement, entre guillemets, merdé et voulait faire des croche-pieds, pourrir Sega of America à partir de quelques prototypes de Mega CD ou de 32X, je vous le dis purement et simplement, c'est absolument scandaleux, puisque c'est le quotidien, c'est la règle, hein, des produits qui marchent du premier coup, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel tout simplement. Donc voilà, on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, hein. C'est vrai que je comprends le côté sensationnaliste, sensationnalisme, de buzz, hein, de raconter ces histoires-là, mais elles n'ont aucun impact, et surtout elles ne sont absolument pas caractéristiques de Sega. Et c'est vraiment pour moi, c'est fouiller dans les poubelles, quoi. C'est aussi, je suis navré de constater que le responsable du service après-vente de Sega France a communiqué, a fait fuiter toutes les statistiques du SAV de Sega France, hein, pendant les années où il y était. Et donc maintenant, n'importe qui peut découvrir en allant sur le site qui propose ces statistiques, peut vérifier, voir voilà, les pourcentages de consoles Mega Drive, de Game Gear, de Master System qui grillaient, de 32X, de Saturn. Voilà, il a tout divulgué. C'est des papiers qui sont confidentiels, évidemment, au moment où vous travaillez dans les sociétés, et qui le restent à vie. C'est un sujet tabou, ça. Aucune entreprise mondiale ne sort ces documents. Ils sont détruits, et il y a une clause de confidentialité, puisque ça peut nuire et détruire la réputation d'un constructeur. Et pourtant, tous les constructeurs, que ce soit Nintendo, Sony, Microsoft, Dell, etc., Toshiba, tous les constructeurs sans exception connaissent évidemment de gros dégâts, des incidents, voire des accidents sur les premières séries. Évidemment, quand il s'agit de prototypes, hein, mais même souvent quand le produit est commercialisé et qu'ils n'ont pas pu faire la batterie de test suffisante et nécessaire, hein, en quantité et dans le temps, pour vérifier que tout allait fonctionner sans le moindre souci. Moi, je suis vraiment navré de constater qu'on puisse faire le buzz autour de choses insignifiantes, et qui sont hélas répandues, parce que tout simplement, les produits électroniques et informatiques sont obligatoirement testés très 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 longtemps, et pour être vraiment fonctionnels, et pour pouvoir être diffusés dans le grand public. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et peut-être que je compléterai cette vidéo, parce que voilà, c'est toujours un petit peu du live. Je mets deux, trois notes de sujets sur lesquels je peux rebondir au cas où j'aurai un trou de mémoire. Mais voilà, je trouve que tout ça, le conflit, les rivalités entre Sega of America et Sega Japon, c'est vraiment de la pure mythologie. Il n'y a pas plus de conflits, de rivalités entre Sega of America et Sega Japon, Tom Kalinske et Nakayama, qu'il y a de rivalité dans une fratrie entre deux frères, entre deux collègues de travail, entre qui vous voudrez en réalité, hein. Quand il y a de la compétition, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu sportif, et évidemment, il y a une petite émulation,
Et je trouve que tout ce qui a été raconté autour de Kalinski et Sega of America et au Japon et Nakayama est sinon faux et purement folklorique. Et voilà, pour moi, je trouve ça pathétique. C'est vraiment fouiller dans les poubelles et ça me déçoit par ces prétendus gens passionnés par Sega qui peuvent remonter des informations vraiment sans aucune importance parce que elles sont généralisées, hein. On fait passer Sega, on a fait passer, dans ce cas-là, on fait passer Sega pour des gens malveillants et des débiles, ce qui n'est absolument pas le cas. Et je m'élèverai toujours contre ça parce que c'est faux. Voilà, c'était pas du tout de la mauvaise volonté. C'est juste comme ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.